One, de retour avec nous. Vous êtes sur l'axe, 1200 yards. 260 le cap. Ils ont entre 22 et 25 ans, une casquette et des épaulettes barrées d'un seul galon or, signe particulier des enseignes de vaisseaux de seconde classe. On les appelle communément les midship. Dans la Royale, on préfère dire officiers élèves de marine. La marine, une institution dont on admire souvent l'uniforme, mais dont parfois on comprend mal les valeurs et les aspirations, et pour cause. L'officier de marine, c'est une bête rare qui n'est pas connue. Combien de jeunes officiers de marine se font prendre pour des pompiers ou des pilotes de ligne? On se demande même parfois si les gens nous connaissent ou nous comprennent. Pour beaucoup de gens, d'ailleurs, un bateau de guerre, c'est quelque chose qui va sur les flots, mais on ne sait pas très bien ce qui se passe à bord. Enfin, disons qu'ils ont un aperçu de la vie du marin qui est la vie à terre et qui n'est pas sa vraie vie. Une vraie vie qui, au lendemain d'une escale, commence toujours par un départ. Un départ comme celui qu'ils ont connu 15 jours plus tôt, à Brest, sacrifiant de bonne grâce à la tradition qui veut qu'un officier de marine fasse son premier tour du monde à bord de la Jeanne d'Arc, la Jeanne comme on l'appelle. Accompagnée de sa conserve, l'aviso-escorteur d'Oudard de Lagrée, la Jeanne d'Arc forme l'école d'application des officiers de marine. Une institution vieille d'un siècle et qui, depuis 1912, a connu 3 Jeannes d'Arc. Ce bâtiment, en service depuis presque 20 ans, est un porte-hélicoptère de 180 mètres de long, déplaçant 12 000 tonnes, d'une puissance de 40 000 chevaux, armé de 6 missiles Exocet, de 4 tourelles de 100 mm et de 8 hélicoptères. C'est à son bord que chaque année, toute nouvelle promotion d'officiers va connaître ses premiers véritables travaux pratiques, grandeur nature. Navire-école, la Jeanne d'Arc est aussi une arme de prestige de la diplomatie française. Le ministère des Relations extérieures participe largement au programme d'escale de cette campagne. C'est enfin dans un intérieur sans hublot que s'organise la vie de l'équipage. 850 marins répartis sur 11 étages de bureaux, chambres ou locaux opérationnels. Exemple, 6 cuisines qui, par tradition marine, ne servent pas de lapin au menu, puisque, dit-on, ça porte malheur. La Jeanne d'Arc, c'est encore un hôpital de 36 lits, une agence postale et un pressing dont la spécialité sous ces latitudes serait plutôt la blanchisserie. 850 personnes à décroter tous les jours. Et après chaque escale, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter, en blanc, surtout du blanc. Ça vous donne beaucoup de travail? On brasse la tonne à peu près partout. Eh, c'est dans une minute la méridienne, rigolo. 5, 4, 3, 2, 1, top. 54,
25, 9. Comment ça se fait que t'es ça? T'en manges 23. Pourtant, on recommence. Vous avez en fait quelle connaissance lorsque vous partez? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Alors, capable de faire de manière sérieuse, nos officiers, nos instructeurs ne diraient pas grand-chose. Bon, on estime savoir un petit peu comment se comporte un bâtiment, comment ça fonctionne. On sait en gros comment ça se conduit, et quant à connaître l'utilisation, c'est pas tout à fait ça encore, même loin de là. On est dans la peau d'un officier de marine, mais il est certain qu'étant encore à l'école, nous n'avons pas encore les responsabilités de l'officier et nous n'avons pas tout ce que comporte ce rôle. Break. Time. Les 150 officiers élèves embarqués n'ont pas le même emploi. On fait tout d'abord la distinction entre officiers de marine et officiers de la marine. Ces derniers forment ce qu'on appelle les corps assimilés, médecins, ingénieurs, commissaires. Ils ont fait leurs études à l'université ou dans des écoles spécialisées. Ils n'auront jamais droit au commandement d'un bâtiment, responsabilité réservée aux officiers de marine. Parmi eux, il y a d'un côté les bordaches, ils ont réussi le concours de l'école navale et fait 2 ans d'études. De l'autre, les élèves de l'école militaire de la flotte, sorte de promotion interne offerte aux sous-officiers. La demi-bordée alpha au poste de délégation. Situation d'étanchéité. Démocratisation au niveau du recrutement, mais aussi féminisation. Depuis quelques années, la jupe est à bord de la Jeanne. Ce sont pour la plupart des femmes médecins ou ingénieurs. Cette brèche dans un univers fortement masculin vient d'être élargie par une série de mesures qui favorisent l'embarquement de femmes officiers et sous-officiers. Une expérience vécue avec prudence à bord de la Jeanne. Je crois que le but était de rester le plus discrète possible, en fait, de nous faire remarquer le moins possible. Et puis petit à petit, les gens faisant connaissance, des contracts, les conversations très facilement. Je crois que maintenant, pour une bonne partie de l'équipage et des élèves, il n'y a pas de problème. On est bien content de les avoir. On est aux petits soins avec elles. Elles ont du café, elles ont des chocolats, elles ont des croissants. Vous les prenez au sérieux? Non. Non, pas du tout. Difficile de faire admettre pour l'instant une cohabitation qui pour beaucoup à bord relève d'un anachronisme flagrant. Leur compétence sera l'une de leurs meilleures armes. Restera alors à gagner d'autres batailles. Ça leur est absolument égal d'avoir une femme à bord, même comme médecin à la rigueur, mais comme commandant au-dessus d'eux, donnant des ordres directement à des hommes, ils sont absolument contre. Cheveux courts et uniformes sont bien sûr les apparences qui placent tous ces midship à la même enseigne, tout comme l'engagement qu'ils ont signé, 25 ans de service. S'engager, oui, mais pourquoi? Pour la moitié d'entre eux, être fils de militaire n'est pas étranger à leur choix. Les autres raisons ne risquent pas plus de surprendre, à moins de s'imaginer que seuls les natifs des régions côtières peuvent prétendre à une vie de marin. Aucun motif, puisque je n'étais ni fils de militaire, ni fils de marin, et je suis en plus bourguignon, donc la mer est assez loin de Dijon. Mais c'est avant tout l'attrait de la mer, puisque j'ai passé de nombreuses vacances à Toulon, donc en bordure de mer et à proximité d'un port militaire, qui m'a fait choisir ce métier. J'étais assez préparé par un contexte familial, mon père étant lui-même officier de marine. Donc très jeune, j'ai baigné dans cette ambiance maritime. Ensuite, je crois qu'il y a des éléments qui m'ont poussé à faire ce métier. Ce sont mon goût pour l'ouverture sur l'extérieur, peut-être le goût du voyage, le goût de responsabilité comme officier. Comment et pourquoi, c'est assez difficile à dire. On peut penser à un goût de la responsabilité et de certaine manière également un goût du commandement. Je suis venu chercher des responsabilités dans un métier qui, techniquement et humainement, m'attirait beaucoup. C'est pour se préparer à la guerre que vous avez choisi ce métier? En partie pour servir le pays et l'autre partie pour vivre une vie de marin. À écouter leurs anciens, une vie d'officier de marine se caractérise avant tout par sa diversité. C'est ce que leur réserve le programme de formation qui, des machines à la passerelle, favorise leur adaptation au fonctionnement et à la mission d'un bâtiment de guerre. Une journée à bord de la Jeanne est rythmée par le briefing quotidien qu'ils ont la charge d'animer. Nous présentons aux officiers et aux élèves qui seront de quart à la passerelle ce qu'ils pourront faire durant la journée. Donc, les différents exercices, les mouvements d'hélicoptères, la situation de la région, l'environnement météo, le climat, les bâtiments que nous allons rencontrer. Nous avons ici, au sud de Cap-Vert,
un bâtiment qui est stationnaire, qui est un bâtiment récupérateur d'engins spatiaux. Alors, je voudrais que vous me donniez, si vous voulez, la définition de l'OSE et de l'OCE et quelles sont leurs obligations. L'OCE, c'est Officer Conducting Exercise, donc l'officier qui... Au nombre de ces exercices inlassablement répétés, lutte anti-sous-marine, tir, ravitaillement à la mer, guerre électronique ou encore exercice de sécurité. Le monsieur qui est OCE, lui, c'est un petit peu différent, il descend plus dans le détail. Si la préparation de l'exercice est bien faite, vous pouvez être pris dans l'ambiance et vous rendre compte des possibilités que vous avez. Et à ce moment, ça devient intéressant. Si vous arrivez à avoir des exercices montés avec une participation de sous-marins, d'avions de patrouille maritime, à ce moment-là, vous êtes pris dans l'engrenage et ça devient intéressant. Il faut avoir en permanence l'œil sur tout ce qui se passe sur le pont. On va voir le gars qui va sous un rotor, alors que moi je le fais embrayer. Embrayage, une alouette, un lynx. On se sent toujours chaperonné, on a toujours quelqu'un au-dessus qui sait nous arrêter quand on va faire une bêtise. Néanmoins, si vous avez remarqué, aussi bien à la passerelle qu'au CO, on nous laisse le plus de responsabilités possible pour nous apprendre, je pense que c'est le but de toute façon, pour nous apprendre à vivre avec ces responsabilités, à savoir ce qu'elles sont et à les assumer. Est-ce que pour autant, vous devinez un peu les responsabilités auxquelles vous aurez à faire face dans quelques années? Oui, je ne dirais pas que ça fait peur, mais on sent qu'il faut s'y préparer. Ça ne peut pas venir comme ça. Je crois que c'est quelque chose de très difficile et il faut s'y habituer. Alerte sonore. Tribord avant, distance 2900 yards, azimut 285. Zéro là-bas. Zéro là-bas. À gauche, là. Le premier ordre que l'on donne, véritable, on a la voix un peu nouée. C'est pas trop s'il faut ou pas. Mais enfin, au fur et à mesure, cela vient et je pense que d'ici 6 mois, il n'y aura plus de problème. Bon, la première fois qu'on dirige une opération, qu'est-ce qu'on ressent véritablement? Une certaine appréhension quand même, parce qu'on se demande si c'est ça ce qu'il faut faire, si c'est bien ça ce qu'il faudrait faire dans la réalité ou pas. Hein. Enfin, bien sûr, ici c'est encore tout à fait factice, mais on se rend compte que lorsque ce sera pour de bon, il faudra être parfaitement au point. Bon, PCSM est tout arrêt pour une attaque torpille tribord. Contact bon. Pareil pour une attaque torpille tribord. Attention pour lancer, azimut des armes 040. Reçu d'abri, direction PCSM. Lancez éclair passerelle. CO d'abri, éclair passerelle pour la chapelle. Reçu. Feu. Torpille partie, attaque terminée. Route de dégagement 280. Direction CO. Direction CO par la gauche 280. C'est un métier qu'il faut... Enfin, ce sont des actions qu'il faut préparer. C'est quelque chose de réaliste, finalement. Les coopérants français sont dispersés un peu dans le monde entier et à tout moment, un bâtiment français est apte à les récupérer. Regardez, les opérations au Liban étaient quand même déjà proches d'une mission de guerre. Hein. Les bâtiments ont navigué dans les eaux dangereuses et il fallait donc appliquer les procédures de guerre, du temps de guerre. Ok, tu viens déjà en droite. Oui. La guerre, une ombre qui plane et un mot que l'on évite de prononcer face à un profane, même si l'officier élève s'y entraîne quotidiennement. Il y a toujours le spectre de l'antimilitariste que l'on redoute, ce citoyen de plus en plus rare, il est vrai, toujours prêt à retirer aux militaires l'usage du canon. Dans ces conditions, comment, à 22 ans, expliquer son enthousiasme, si ce n'est en remplaçant le mot guerre par celui de paix? On ne prend pas un plaisir au jeu de la guerre, on prend un plaisir à bien faire marcher finalement un petit monstre comme un bateau de guerre comme celui-ci avec des systèmes d'armes très, très performants. Prendre un plaisir à imaginer une guerre, non. Il est évident de toute façon que le jour où il faudrait effectivement
entrer en conflit et se servir de nos armes, tout le monde marcherait. Mais de là à prendre un plaisir viscéral à aller faire la guerre, non. On doit se préparer au combat et être prêt à réagir. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il soit souhaitable, même pour des militaires, qu'il y ait un conflit. Je veux dire, on œuvre pour qu'il n'y en ait pas, et c'est pour ça qu'on se prépare. Il est certain que tout jeune officier a peut-être le désir de combattre, puisqu'il est formé pour ça, et ça me semble normal, ça fait partie de l'enthousiasme du métier. Ce n'est pas une fin en soi, le combat. Pour nous, la fin en soi, c'est d'éviter qu'il existe. Selon un récent sondage, une majorité de Français estime que son armée est efficace et qu'elle est formée de cadres compétents. Cela tient pour partie au fait qu'elle est la seule, et pour cause, à pouvoir former ces officiers qui, une fois engagés, seront a priori assurés de leur avenir. Formation sur le tas que la marine assimile à une véritable éducation qui ne doit pas connaître d'échec. C'est l'investissement à plus long terme qu'elle fasse, la marine. Les bateaux, on les construit pour 20-30 ans, quelquefois à peine plus. Un officier qu'on forme aujourd'hui, il dirigera la marine en 2020. Peut-être que le chef de la marine est peut-être à bord en ce moment, et il sera le chef de la marine en 2015-2020. Alors c'est un investissement à très long terme. Tous devront développer dans leur vie professionnelle des qualités de base qu'on a toujours demandées et que je crois qu'on demandera toujours à nos officiers. Moi, j'en retiendrai deux qui recouvrent un peu toutes les autres. La première, c'est qu'on forme des professionnels. Ce sont des professionnels de la mer et des professionnels des navires de combat. Le deuxième point, c'est que c'est des gens qui sont appelés à commander. Alors, ils sont appelés à diriger des gens, ils sont appelés à diriger des hommes, des marins. Et cette qualité de conduite du personnel, c'est le fond, c'est la trame de leur vie. Et c'est ça à quoi on les prépare en ce moment. La vie à bord a ses rythmes, ceux des longues traversées où il faut compter avec la promiscuité de 850 personnes. Impossible de s'isoler, même si chaque groupe tient à préserver son carré. Une situation à laquelle tout marin, appelé à naviguer en moyenne 86 jours par an, doit s'adapter, aidé en cela par la réglementation militaire. C'est la première fois que nous faisons partie, nous sommes intégrés à la vie d'un grand bâtiment. Bon, notre statut est encore un peu, bizarre, puisque nous sommes toujours en école. Néanmoins, on s'intègre le plus possible à la vie du bâtiment, à la vie des services, et on fait vraiment partie du bord. Ce qui marque, c'est le fait que 800 personnes vivent à bord d'un grand bâtiment comme ça, et partant pour 6 mois, il faut absolument que ces 800 personnes s'entendent pendant 6 mois. On est obligé d'avoir des relations privilégiées avec ses voisins, on est obligé toujours de vivre avec eux. Bon, la situation générale pour le quart de 20... Comment vous les appelez ici, les Oh, les mumis. Les mumis. Ils sont tout gentils, ils sont mignons, ils sont tout jeunes, et puis bon, ils sont là pour apprendre leur travail, et puis on les aide au maximum. Premier quart que vous faites, là. Non, c'est le deuxième. La suite, là, vous allez avoir donc le questionnaire numéro 2. Oui. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de problème, pas de vrai problème. Je crois que tous les gens font un peu attention aux autres. C'est une bonne école dans ce sens où je parle de la vie à bord d'un bateau, quel qu'il soit. C'est une bonne école de société. On apprend à vivre avec les autres.
J'ai l'impression d'être un poisson volant, très marrant, oui. La machine est bien huilée. Au bout des quelques mois de cette campagne, la marine pourra compter sur une nouvelle génération d'officiers, une future relève éduquée dans la tradition, mais adaptée professionnellement aux techniques et aux missions auxquelles tous ces jeunes officiers seront confrontés. Pour le profane, l'uniformité, une fois de plus, semble prévaloir sur ces hommes que tout conduit à entrer dans un système dont ils paraissent être les prisonniers, une sorte de moule dont ils auraient accepté les formes et les contraintes. Nous disposons de l'outil qui va bien pour, à partir de jeunes gens, faire des officiers de marine. Et ce qu'on rentre à un bout n'est pas très important car l'outil est tellement efficace que de toute façon à l'autre bout on sortira des officiers de marine comme on désire les sortir. On sortira un moule? On sortira l'officier de marine, c'est pas un moule parce que ce moule évolue avec le temps. Il y a 120 ans qu'on fait des officiers de marine. Chaque année, il y a 120 ans qu'on sort aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que, en fonction de nos besoins, on sait fabriquer les responsables dont on a besoin pour notre marine. La question du moule, je pense que c'est plus une image qu'on donne peut-être aux gens de l'extérieur qu'une réalité. Il y a de grosses différences dans la façon d'envisager les choses, dans la façon d'exercer son métier, dans la façon de penser. Je crois que le problème fondamental, c'est un problème d'adhésion à un système. Si on a les qualités requises, du moins enfin, les ambitions requises pour faire ce genre de métier, on fonce dans la voie toute tracée et ça se passe très bien. Je veux dire par là que il ne faut pas être un super-homme, il faut simplement avoir compris que le système marchait comme cela, accepter ses contraintes et ça ne pose pas de problème. Je crois qu'il n'y a pas de problème de contraintes. Tout de suite, on rentre dans le bain et ces contraintes disparaissent pour l'intérêt du métier, vraiment. Enfin, on les ressent plus. Moi, personnellement, je les ressens pas du tout. Hop, ça vient. 627 décolle pour SSM Vol France. Reçu. Reste à chacun de se poser la question. Faut-il, pour faire ce métier, être différent des autres jeunes de leur âge, prêts à refuser la moindre contrainte, prêts à abandonner en apparence ces valeurs fondamentales que la marine affiche ostensiblement sur ses bâtiments, honneur et patrie, valeur et discipline. Bien malin qui saura y répondre. Quant à leur avenir, assuré pour beaucoup, il sera toujours fonction de leur classement, mais aussi des rigueurs budgétaires qui prévoient en matière de construction navale quelques retards. Leur espoir secret est de commander à la mer, ils s'interrogent. Autant de chances de commander, je répondrais oui. Ils connaîtront dans les années qui viennent une légère diminution du nombre de passerelles, comme nous disons, du nombre de bateaux, mais de façon complémentaire une augmentation de la taille des bateaux et non pas une diminution bien loin de là du nombre d'officiers embarqués. Alors ils commanderont, ils le désirent, c'est normal, c'est plus que normal, c'est le but de leur engagement pour beaucoup d'entre eux. Et je crois qu'ils auront des satisfactions dans ce domaine. Enfin, ils auront celles que nous avons eues. Il est évident que j'espère avoir une carrière satisfaisante, en ce sens que j'espère avoir des responsabilités qui me plairont, des responsabilités par exemple, à la sortie de la Jeanne d'Arc. Si je pouvais avoir un petit poste d'officier en seconde, ça me plairait beaucoup. Ça serait pour moi la possibilité d'exprimer un certain nombre de qualités que j'espère faire. En deux mots, est-ce que vous aimeriez être à la place des midship? Alors, à la place des midship, non, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et puis nous, ce qu'eux, ils ont à apprendre, nous le savons déjà depuis longtemps. Mais enfin, c'est une place quand même qui est assez enviable par rapport à nous. Ils ont beaucoup d'avantages que nous n'avons pas. Ouais. Si vous aviez la possibilité de faire ce qu'ils font, leur métier, vous l'auriez fait? Sans hésitation. Sans problème, tout de suite j'aurais fait.